toutes et à tous. Donc, déjà, je me présente. Donc, moi, je suis donc Pascal Hubert. Je suis mathématicien. Je suis donc professeur à l'université qui est à côté, l'université d'Aix-Marseille. Et puis, donc, je suis le directeur de ce lieu que je trouve absolument extraordinaire, qui est le CIRM. Donc, le CIRM, c'est un centre où on reçoit des mathématiciens et des mathématiciennes du monde entier qui, pour la plupart, restent une semaine. Et le but, c'est d'assister à des conférences, mais comme vous allez faire maintenant, dans cette salle et dans une autre salle, et de travailler ensemble. Donc vous avez peut-être vu qu'on a aussi une splendide bibliothèque, donc on a un restaurant aussi pour que les gens puissent manger sur place, un hôtel, et donc les gens sont là pendant toute la semaine et ont une seule chose à penser, c'est à faire des mathématiques, et donc ça permet de faire accélérer les idées, d'avancer sur différents sujets, et donc c'est quelque chose que nous, mathématiciens, on adore quand on peut se retrouver avec nos collègues qui pensent aux mêmes problématiques que nous, dans un lieu dédié pour ça. Et on reçoit donc des mathématiciens et des mathématiciennes du monde entier, donc aussi bien des gens extrêmement connus comme la personne dont je vais vous parler maintenant, Mariam Mirzakhani, que des gens qui commencent leurs travaux et qui sont encore des étudiants en thèse ou en master. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Mariam Mirzakhani, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément, et ensuite parce que le thème de cette journée, ça s'appelle « Regard de géomètre », et je pense qu'il n'y a pas plus géomètre que Mariam Mirzakhani. Et puis, je pense aussi que pour des élèves, c'est quelqu'un qui non seulement était une grande mathématicienne, mais aussi c'est quelqu'un qui a eu une histoire absolument incroyable, une histoire de vie absolument incroyable, et je veux aussi vous raconter sa vie et comment elle en est arrivée à devenir la mathématicienne qu'elle a été. Donc, qui était Mariam Mirzakhani? Alors, je vais pas lire ce qui est là, je vais vous l'expliquer à ma façon. Donc, Mariam Mirzakhani, déjà, elle n'a pas eu beaucoup de chance dans la vie, dans le sens qu'elle est née en 77, mais elle est morte juste 40 ans après d'un cancer du sein. Et entre-temps, c'est quelqu'un qui est né en Iran. Donc, c'était une Iranienne qui, au bout d'un moment, je vais vous expliquer les choses plus en détail, est partie aux États-Unis, est devenue professeure dans une des plus grandes universités américaines, qui est l'université de Stanford, après avoir fait ses études dans une autre très grande université américaine, qui est l'université d'Harvard, et qui a travaillé sur les surfaces, donc qui dit on ne peut pas être plus dans le cœur de la géométrie, qui a travaillé sur les surfaces et qui a obtenu la médaille Fields, c'est-à-dire en mathématiques il n'y a pas de prix Nobel, mais il y a une distinction extrêmement prestigieuse aussi, qui s'appelle la médaille Fields. Et pourquoi Mariam est particulièrement chère à mon cœur aussi, c'est parce que c'est la première femme à avoir eu cette distinction. Donc jusque-là, il n'y avait jamais eu que des hommes qui avaient eu la médaille Fields. Et aujourd'hui, il y a eu, je crois, 55, alors là, je me trompe peut-être sur le nombre médaille Fields, et il n'y a que 2 femmes qui l'ont obtenue, Mariam Mirzakhani et récemment Marina Viazovska. Donc je reviens sur la première page. Donc, alors, moi je ne fais que transmettre, mais la personne qui a développé et rédigé cette exposition, c'est Jayadev Atreya, donc, qui est un collègue américain, qui était ici pour 6 mois et qui a fabriqué cette exposition que je vais vous présenter. Et ensuite,
si vous voulez en savoir plus sur Mariam Mirzakhani, il y a un très bon film qui a été fait, qui s'appelle en français « Le secret de la surface », ou « Le secret des surfaces » plutôt, qui est au départ un film qui a été fait par un réalisateur américain qui s'appelle « The Secrets of the Surfaces », je pense plutôt, et qui explique très bien sa vie en particulier. Et donc, s'il y en a qui sont intéressés, c'est vraiment là où vous apprendrez, à mon avis, le plus sur Mariam. C'est un film pour le grand public, donc il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit en mathématiques, mais par contre, ça vous donnera des idées sur qui elle était. Et c'est par ça que je veux commencer. Alors là, il y a des mots compliqués que je vais pas expliquer, mais je vais résumer ça en disant que Mariam travaillait sur les surfaces, ce qui est écrit ici, la géométrie des surfaces et les espaces de surface. Et donc, ce que je veux vous parler, c'est un peu des espaces de surface aujourd'hui, et on va faire ça dans un cadre le plus simple possible. Donc, alors, tout d'abord, voilà Mariam, ici, avec son ancien directeur de thèse, qui est Kurt McMullen, qui est un mathématicien qui a lui aussi eu la médaille Fields et qui est professeur à Harvard. Et donc, si je ne me trompe pas, c'est une photo qui a été prise ici, d'accord? C'est une photo qui a été prise ici, dans le jardin qui est derrière. Mariam, moi je l'ai connu, j'ai connu aussi Kurt McMullen, il était là encore l'an dernier. Donc, c'est des gens qui venaient, et pour Kurt qui vient toujours, régulièrement ici, parce qu'ils sont heureux de venir au CIRM et justement d'échanger, de discuter de tout un tas de choses, et en particulier de l'avancement de leurs travaux. Et je me souviens très bien d'avoir écouté Mariam plusieurs fois, dans la salle là-bas, et puis une fois dans un amphi de l'université, parce qu'on était trop nombreux pour tenir dans l'amphi qui était ici. Alors, maintenant, ce que je voudrais raconter, c'est plutôt, et ça va vous parler, c'est plutôt ça. Je voudrais commencer par sa jeunesse. Donc, avant de devenir une dame extrêmement connue dans le monde des mathématiques, Mariam, c'était une élève, comme tout le monde, et sauf qu'elle n'était pas dans un pays où on a autant de facilité pour apprendre que la France. D'accord ? Elle a grandi en Iran. L'Iran, c'est un pays en particulier où les femmes ont énormément de mal à faire des études et où c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre à l'école qu'ici. Donc avoir la possibilité qu'on a en France d'apprendre, si on souhaite apprendre, c'est une chance. Ça, c'est une chose que je voudrais bien expliquer. Pouvoir apprendre comme on le souhaite est une chance immense. Et ce n'est pas le cas partout dans le monde. Et en Iran, Mariam Mirzakhani, que vous voyez ici, là, eh bien, donc, elle est très douée en maths, elle est extrêmement douée, mais c'est une fille. Et donc c'est très difficile pour elle d'aller vers entre guillemets, le haut niveau. Et donc quand elle est au lycée, disons ce qui est l'équivalent du lycée, quand elle a quelque chose comme 15 ans, eh bien, elle souhaite faire partie de l'équipe qui va aller à une compétition internationale qui s'appelle les Olympiades. Donc, comme il y a des Jeux Olympiques pour le sport, vous en avez forcément entendu parler cette année, eh bien, il y a aussi des Olympiades de maths pour les élèves les plus doués. Alors, vous savez, il y a tout un tas de niveaux de concours, et puis ceux qui sont les plus doués vont aux Olympiades internationales. Et en Iran, on ne voulait pas que des femmes aillent aux Olympiades internationales. Et donc, Mariam et son amie que vous voyez ici, ont dû se battre considérablement pour participer à ces compétitions. Ça n'a pas été du tout facile, donc ça montre une volonté absolument considérable de sa part pour arriver à s'imposer, et elle s'est imposée non seulement par son talent, mais aussi par sa motivation. Et à ce propos, je vous raconte une anecdote qui n'est pas dans le film et qu'essentiellement personne ne connaît, sur justement
les capacités de Mariam et sa créativité. Donc, comme pour le sport, il y a des entraîneurs. Et dans les Olympiades, les équipes ont des entraîneurs. Et alors, il y a des entraîneurs qui sont des professeurs, mais il y a aussi des élèves, des étudiants un peu plus âgés, qui servent de tuteurs, en quelque sorte. Et donc, il y a un des tuteurs, qui est quelqu'un qui a 3 ans de plus que Mariam, qui s'appelle Kasra Rafi, que je connais bien parce qu'il est venu souvent à Marseille, qui était tuteur, et donc tuteur, ça veut dire leur donner des exercices difficiles, et puis pour que les élèves les cherchent, et essayent de les résoudre. Et un jour, il donne un problème dont on ne connaissait pas la solution. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut que vous ayez bien dans la tête. Est-ce qu'on a tout trouvé en mathématiques ? Voilà, merci, c'est la réponse que je voulais entendre. On n'a absolument pas tout trouvé en mathématiques, il y a plein de choses encore à découvrir, et il y a même des choses relativement, entre guillemets, simples, et donc il pose un problème que personne ne savait résoudre. Personne, ça veut dire aucun mathématicien du monde, personne ne savait résoudre. Pour un peu les challenger, pour essayer de voir s'il était capable de faire quelque chose là-dessus. Et quelques semaines après, il reçoit une solution. Il se dit, bon, ça doit être faux, parce que un petit élève ne peut pas avoir réussi à résoudre comme ça ce problème dont personne n'a la solution. Puis il lit la solution, il n'y comprend rien. En général, ce qui nous arrive, la première chose il ne faut pas croire que vous êtes les seuls à avoir des difficultés en maths. Moi, c'est pareil, quand je regarde pour la première fois un texte mathématique, en général, j'y comprends rien et il me faut le lire, le relire, le re-relire pour arriver à y comprendre quelque chose. Donc, Kasra, il lit ce texte d'élève et au départ, il se dit, bon, c'est faux, puis après, il se dit, ah, il y a des idées intéressantes, mais j'y comprends rien. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? Il va à la bibliothèque chercher un bouquin sur le sujet en question. Et puis, au bout d'un moment, au bout d'une semaine peut-être, il s'aperçoit que la solution, elle est juste et elle est extrêmement originale. Et il se dit, qui est l'élève qui a pu faire un truc pareil ? Et puis, il apprend que c'est une certaine Mariam Mirzakhani qui a rédigé cette solution. Donc, il va voir Mariam et il lui dit, mais enfin Mariam, moi j'ai 3 ans de plus que toi, je ne connais pas cette théorie. Comment, toi, tu en as entendu parler ? Comment tu es au courant de toutes ces mathématiques, alors que moi qui suis plus âgé et qui ai donc fait plus d'années d'études que toi, je n'en ai jamais entendu parler. Et alors Mariam lui répond de façon extrêmement humble et qui montre toute sa créativité. Mais moi, je ne connais pas ça non plus. Mais dans la préparation aux Olympiades, on nous a un tout petit peu parlé de ça, et le problème me semblait être lié. Donc j'ai fait une connexion entre les deux. Voilà. Et ça, c'est ça tout le génie de Mariam. Et si vous devez retenir une seule chose, de l'exposé que je suis en train de faire, c'est que c'était quelqu'un qui était capable de mettre des idées complètement différentes ensemble. Et donc, c'est pour ça qu'on parle des mondes mathématiques de Mariam Mirzakhani, parce que vraiment, c'était quelqu'un qui était capable de connecter des mondes différents, des pans de mathématiques complètement différents, et de laisser les gens complètement bluffés, parce que, ah oui, effectivement, il y a une connexion. De voir des connexions que personne d'autre n'arrivait à voir. Pour moi, c'est ça qui m'a toujours impressionné dans ces mathématiques. Et donc ça, on le voyait déjà quand elle était étudiante. Donc elle fait des Olympiades, et vous voyez, elle a une médaille accrochée au cou, et elle gagne une médaille d'or aux Olympiades internationales de mathématiques. Ce qui était la première fois, évidemment, bon, déjà, elle et sa copine, c'était les premières filles à pouvoir participer à des Olympiades internationales pour l'Iran, à faire partie de l'équipe iranienne, et puis en plus, et donc c'était a fortiori la première fille à gagner, la première fille iranienne à gagner une médaille d'or. Donc ici, on la voit travailler, et vous voyez, quand on travaille en maths, et en particulier quand on fait de la géométrie, on fait plein de dessins. Vous voyez, il y a plein de dessins. Là, on voit une surface, justement, avec 2 trous. On écrit plein de choses, et puis il y a plein de choses qui sont fausses, ou qui vont nulle part. Et de temps en temps, on arrive à découvrir quelque chose. Là, on la voit travailler sur son cahier. Voilà, ça c'était Mariam, travaillant sur un cahier avec des choses
il y a très peu de formules, comme vous pouvez le voir, et il y a beaucoup de dessins. Donc c'était vraiment quelqu'un qui avait une vision des mathématiques et une vision très géométrique. Alors ensuite, eh bien, eh bien, là je suis très fier de cette photo parce que cette photo, elle est prise dans le jardin du CIRM, juste de l'autre côté du bâtiment. Donc ça, évidemment, ça c'est Mariam Mirzakhani. Et ça, le monsieur que vous voyez là, c'est un professeur qui travaille à Grenoble et qui avait fait des travaux 15 ans auparavant dans le même domaine, donc qui avait démontré une formule tout à fait compliquée qui s'appelle Greg McShane, donc qui est un Écossais qui travaille à Grenoble, donc ce qui vous montre aussi le côté international des mathématiques. Et Greg, là il est en train de parler avec Mariam parce que Mariam lui explique « Ah ben oui, j'ai réussi à faire plein de choses et à généraliser cette formule à plein de choses différentes. » Donc il y a un côté très important là-dedans, c'est que contrairement à ce que on pense souvent, pour faire des maths, il est essentiel de communiquer avec les autres et de parler avec les autres, sinon on n'avance pas. Si on travaille on ne peut plus aujourd'hui travailler que peut-être comme dans les siècles passés, toute sa vie dans son coin sans échanger avec les collègues, c'est extrêmement important. Mais aussi, il y a la photo qui est là, qui montre que derrière tout ça, il y a un immense travail. Derrière, il y a du talent, certes, mais il y a aussi un immense travail. Et vous voyez, elle noircit, elle adorait travailler par terre, et avec d'immenses feuilles, et noircir ces feuilles, on a des quantités et des quantités de feuilles de papier qui sont toujours là, qu'elle a noirci pour essayer d'avancer, pour essayer d'avoir de nouvelles idées. Donc maintenant, je commence à vous parler un peu plus de ce qu'elle a fait. Alors, soyons très modestes, je ne vais pas vous parler du travail de Mirzakhani, parce que ça c'est beaucoup trop compliqué. Je vais essayer de vous donner quelques petits aperçus de choses qui ressemblent à ce qu'elle a pu faire. Ok ? Et on va commencer par parler d'espace de triangle. Alors, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, donc une des grandes idées, c'est la seule idée que je peux arriver à faire passer à des élèves, dans le travail de Mariam, c'est de voir les formes ensemble, c'est-à-dire pas de voir juste un triangle, mais de voir tous les triangles et essayer de représenter l'espace des triangles. Alors, représenter l'espace des triangles, c'est quelque chose qui est pas forcément très compliqué, donc c'est un exemple un peu bébé entre guillemets, mais qui donne une très bonne idée de ce que l'on peut faire en géométrie en essayant de mettre ensemble des objets. Alors, si vous prenez un triangle, il est donné par 3 angles, et puis on peut le donner soit par ses côtés, soit par ses angles, et puis si on se donne par ses angles, vous pouvez l'agrandir. Vous pouvez l'agrandir, c'est-à-dire il garde les mêmes angles mais il est plus grand, ou vous pouvez le rétrécir et puis vous pouvez aussi le tourner. Et en général, les propriétés d'un triangle, elles ne vont pas dépendre de l'échelle à laquelle on le regarde. Si je double toutes ces longueurs, le triangle va avoir exactement les mêmes propriétés. Et si je le tourne, il va aussi avoir exactement les mêmes propriétés. Donc c'est ça qu'on va considérer comme espace des triangles. Donc on va se donner deux côtés, pardon, alors je ne suis pas cohérent avec mes notations, donc on prend 3 côtés, alors A, B et C, et puis, mais on se permet de les agrandir ou de les diminuer pour faire exactement ce que j'ai dit,
et donc se ramener à avoir un côté qui est de longueur 1. Je peux toujours faire ça. Si j'ai un triangle équilatéral, quand je dis un triangle est équilatéral, ben, je ne vous dis pas si son côté, il a longueur 1, longueur 2, longueur 10 000, et ça va rien changer aux propriétés d'être un triangle équilatéral. Et bien là, c'est pareil. Donc je vais supposer, alors ça c'est une pure convention, que le plus grand côté, eh ben, à longueur 1, ok, c'est un truc que je peux faire, c'est un truc qu'on a décidé de faire pour cette présentation. Et puis on a deux autres côtés qui ont longueur x et longueur y. Donc j'ai un triangle qui a donc ça c'est la longueur des côtés, x, y, et puis le plus grand côté, et bien il a longueur 1. Alors ensuite, eh ben, vous pouvez, vous avez peut-être vu, ou sinon c'est un truc que vous verrez, c'est que eh ben, pour aller d'un point à un autre, la distance la plus courte, c'est eh ben, la ligne droite. Et donc en particulier, vos deux autres côtés, eh bien, la somme de x et de y, c'est plus grand que 1. Donc c'est une contrainte sur les paramètres. Bon. Donc on fait un certain nombre de calculs. Et puis ce que l'on voit, eh ben, c'est que l'ensemble des triangles, eh ben, on peut le représenter comme une partie du plan, et qui est celle-là. Alors, c'est pas complètement évident à voir, donc ça, en particulier pour les élèves de 6e, c'est un peu trop compliqué, mais simplement, il faut comprendre que une fois qu'on a donné ces deux paramètres, x et y, il y a certaines contraintes sur x et y, et bien je peux vous reconstruire le triangle. Ok ? Et puis, je peux non seulement vous reconstruire le triangle, donc là, bon, il faut faire ça de façon un peu soigneuse, et puis je peux, dans mon paramétrage, vous dire que je peux retrouver les propriétés des triangles. C'est ça qui est important. Je peux retrouver les propriétés des triangles, donc vous savez qu'il y a des triangles qui sont... il y en a un qui s'appelle le triangle équilatéral, qui a tous les côtés de même longueur, et bien je sais le retrouver sur mon paramétrage. Je sais vous dire c'est celui-là. Et c'est le triangle qui est ici, là, dans mon dessin. C'est ce point-là. Donc, ensuite, eh bien, je sais ce que ça veut dire un triangle rectangle, qui a un angle droit. Et bien, le triangle rectangle, ici, ça va être, hop, le cercle bleu. Le cercle bleu clair. D'accord ? Ça va correspondre à tous les triangles rectangles. Voilà, ça va être cette partie-là. Et puis, il y a des triangles qui ont un angle plus grand que l'angle droit, qui sont des triangles obtus, et des triangles aigus, où ils ont tous les angles plus petits que l'angle droit. Ben, ceux qui correspondent à des trucs aigus, ils sont en violet, et ceux qui correspondent à des trucs obtus, ils sont en blanc. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, eh ben, juste avec deux nombres, je sais tout sur les triangles. Et donc, c'est beaucoup plus facile de manipuler des nombres que de manipuler des figures géométriques. Et tout ça, ce que je fais, c'est que j'ai dit, eh ben, je mets ensemble tous mes triangles et voilà, j'ai une représentation de ces objets. Alors, pour les triangles, vous allez me dire, ça sert à rien. Et je vais vous répondre, oui, vous avez tout à fait raison. C'est juste un exemple pour vous faire comprendre comment ça marche. Alors maintenant, on va passer à un exemple quand même vachement plus sophistiqué. Exemple vachement plus sophistiqué. Alors, qui n'est pas encore un exemple de Mirzakhani, mais qui commence, c'est le niveau en dessous. Alors, qu'est-ce que c'est que le niveau en dessous ? C'est ce qu'on appelle un tore. Alors, donc ça, là, c'est plus un exemple bébé, c'est un truc tout à fait compliqué. Et qu'est-ce que c'est un tore ? Eh bien, un tore, c'est, vous prenez votre feuille de papier, vous la pliez comme ça, et puis vous repliez de telle façon à ce que ce côté-là soit le même que celui-là. C'est-à-dire, autrement dit, donc vous partez d'un carré ou d'un rectangle, et alors regardez ce que va faire un petit bonhomme. Un petit bonhomme sur le tore,
eh bien, c'est comme dans certains jeux informatiques, le petit bonhomme, il avance, il avance, il avance, il avance, et puis quand il arrive ici, eh bien, il repart de l'autre côté de votre écran d'ordinateur. Et puis, il va continuer, hop, quand il arrive ici, tac, 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 hop, et bien là, qu'est-ce qu'il fait? Il va en bas, voilà, au même endroit, et puis il continue, etc. Et puis quand il est ici, il va ici, et il continue. Donc c'est ça un tore. Un tore, c'est une feuille dont vous avez collé le côté gauche avec le côté droit, le côté haut avec le côté bas. Et alors, ce que ça fait in fine, eh ben, c'est une roue de voiture. Okay, c'est une roue de voiture, sauf qu'elle est un peu particulière. Et je vous dis, c'est ce que vous pouvez voir dans c'est vraiment un écran d'ordinateur. Moi, c'est la bonne façon de le voir, de l'imaginer. C'est un écran d'ordinateur où, quand vous arrivez d'un côté, eh bien, vous repartez de l'autre. Quand vous arrivez en haut, vous repartez en bas, etc., etc. Et donc, ça, vous pouvez le faire avec un carré. C'est ce qu'on fait en général. Ou bon, un écran d'ordinateur, c'est pas forcément carré. Peut être rectangle aussi. Mais vous pouvez même le faire exactement pareil avec un parallélogramme. Si votre feuille, au lieu d'être carré ou rectangulaire, c'est un parallélogramme, c'est pareil. Vous arrivez ici, vous repartez en face, puis vous arrivez en haut, vous repartez en bas. Donc votre bonhomme, il pourra toujours aussi bien se déplacer sur un parallélogramme que sur un carré ou un rectangle. Et donc ça, c'est ça qu'on appelle un tore en mathématiques. Donc ça, c'est déjà un objet vraiment compliqué. C'est déjà un objet vraiment compliqué. C'est plus un triangle, c'est un objet délicat à étudier. Donc c'est un parallélogramme, mais avec des propriétés très spéciales. Et alors, des propriétés très spéciales, je vous les explique, c'est qu'il y a plusieurs façons de représenter le même tore. Et alors, je vous l'explique ici. Ce tore vous avez un autre parallélogramme, que je vais faire ici, avec une autre couleur d'ailleurs, ça serait plus intelligent. Je vais le faire avec une autre couleur. Je prends la diagonale du carré et je fais ça. Ça, c'est un autre parallélogramme. Mais en fait, c'est le même tore. C'est le même tore parce que vous pouvez prendre vos ciseaux, vous pouvez couper ici, vous pouvez couper votre feuille en parallélogramme ici, et puis, hop, recoller ce côté qui est là, ici. Donc cette partie-là, en fait, c'est celle-là. Donc c'est ça qui est compliqué. Et alors, je vous montre un certain nombre de dessins qui vont... Donc je ne prétends pas que vous allez pouvoir comprendre tous les détails, mais au moins vous allez pouvoir avoir une idée de ce qui existe, et c'est les dessins qui sont là. Donc là, on est en train de vous dire un tore. Alors on refait la même chose que tout à l'heure, on met le plus petit côté horizontal de longueur 1, ça c'est ce qui est là, et puis, c'est ce qui est ici. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait avec les triangles. Les triangles, on avait dit, ça ne change pas le fait d'être un triangle équilatéral, ça ne change pas s'il a un côté de longueur 1 ou un côté de longueur 2. Le tore, c'est pareil. Ce carré, si je l'ai représenté comme un carré ou que je le représente comme un carré 2 fois plus grand, ça ne va pas changer ses propriétés. Donc je peux toujours supposer que le plus petit côté est de longueur 1 et horizontal. Et puis, la question, c'est où est le deuxième côté? Et alors, où est le deuxième côté? Et quitte à faire des manips comme celle que je viens de faire, de prendre mes ciseaux, de couper ma surface, de la recoller, je peux toujours avoir le deuxième côté dans une... Donc, le deuxième côté, il est hors du disque unité, parce qu'il est plus grand que 1, puisque c'est pas le plus petit côté. Mais après, vous pouvez voir qu'il peut être mis dans une certaine bande de largeur 1, qui est la bande qui est hachurée ici. Donc ça, c'est un peu compliqué. Et donc c'est ça l'espace des tores. L'espace des tores, c'est tous les points de cette bande.
peut paraître un peu étrange. Alors, un peu étrange, mais par contre, eh ben, maintenant, c'est exactement comme ce que je vous ai expliqué avec les triangles. Je sais repérer mes torts. Je sais dire, ah, mais lui, le point qui est ici, c'est notre ami. C'est notre ami préféré. C'est le tort qui correspond à un carré. C'est lui. Là, ça va être celui qui va correspondre, qui va être fait avec à partir de triangles. Alors tout cela, ça va être des parallélogrammes particuliers sur la ligne verte. Ça va être des losanges. Et il y en a un qui est encore plus particulier. Lui, il correspond, il est obtenu avec des triangles équilatéraux. Et enfin, plus vous montez, donc la ligne qui est ici, là, la ligne centrale, ça correspond au rectangle, donc à ceux qui sont obtenus par des rectangles. Et puis, et ça c'est une idée très importante chez Mirzakhani, c'est que si vous avez des trucs tout fins comme ça, vous pouvez avoir des rectangles très très fins, et ben on a envie de dire qu'ils sont un peu dégénérés, ceux-là, c'est pas des objets très les plus sympathiques. Et bien ceux-là, ils vont aller vers l'infini. Donc là, vous voyez, il y a une longueur 20 et une longueur 1, donc c'est déjà un truc très dégénéré. Si je voulais avoir une longueur 1000 et une longueur 1, je serais très 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 haut. Donc il y a une notion d'objets dégénérés, d'objets qui ont une dimension toute petite et une dimension très grande, l'une par rapport à l'autre. Donc c'est ça, donc là on voit déjà un espace qui n'est pas du tout évident, sur lequel les mathématiciens ont beaucoup travaillé au XXe siècle. Qu'est-ce qu'a fait Mirzakhani? Eh bien, c'est au lieu de travailler avec des surfaces avec donc un seul trou, c'est-à-dire qui sont justement la roue de voiture ou le tore, et bien travailler avec des surfaces plus compliquées, comme celle-là, ou comme celle-là. Et l'idée de Mirzakhani, enfin qui est une idée qui n'est pas uniquement d'elle, hein, je veux dire, d'autres avaient eu ce genre d'idée avant, mais disons qu'elle a fait marcher de façon extrêmement efficace, c'est de dire, eh bien, on va prendre des pièces élémentaires, et c'est ça on va prendre des pièces élémentaires, donc on va couper notre surface par des courbes. Vous voyez, là il y a une courbe violette, là il y a une courbe bleue, et puis chaque pièce élémentaire elle est plus simple que l'objet de départ, et on essaie d'aller du plus simple vers le plus compliqué. Bon, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après ça devient vraiment trop savant, mais en gros c'est cette idée de dire, eh ben, on va prendre nos ciseaux, on fait vraiment de la géométrie, on coupe et on recolle, et comme ça on arrive à aller de quelque chose de surface très simple à des surfaces vraiment compliquées, et c'est ce qu'a fait Mirzakhani dans son travail. Voilà, je crois que j'arrête là parce que j'ai déjà terminé mon temps. Ah oui, attends. Et je voulais vous montrer, voilà, ça justement, ça c'est une feuille de papier. Donc si on veut le représenter en 3 dimensions, c'est les tores, c'est pas évident. Ça c'est une représentation que vous verrez dans la bibliothèque. Donc ça c'est la feuille de papier. Et si vous pliez correctement, eh bien vous obtenez cet objet-là qui est justement un tore. Okay, et ça vous allez en voir dans la bibliothèque.